C'est pas grave. Bon, bonjour à tous. Je suis assez ému d'être avec vous parce que tout à l'heure, j'ai entendu un mot quand vous avez remis à Laurence et tout à l'heure à Philippe l'insigne de DCF Paris. J'ai entendu le mot pins. Et en fait, la première chose que j'ai vendue dans ma vie, c'est 3,5 millions de pins dans ma toute première société. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, Thibaut m'a invité pour vous parler un petit peu de social selling et de ce que j'appellerais plus généralement la transformation indispensable de la vente B2B. Juste en deux mots, voilà, j'ai vendu des millions de pins. Ensuite, j'ai travaillé dans un grand groupe américain chez Dow Jones où j'en ai de la data financière. J'étais assez jeune à cette époque-là. J'ai travaillé ensuite à vendre... Oui, c'est toujours amusant de se revoir. Oui. Ensuite, j'ai travaillé dans le négoce international de jouets avec la Chine, l'Asie, avec des différents types de clients. J'ai fait des millions de jouets pour Pif Gadget. Je suis allé au Mexique chercher les pois sauteurs. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. C'était génial, hein, c'était génial. Il fallait éviter les... C'est moi, voilà, j'ai ramené des millions de pois sauteurs. Mais j'en parlerai une autre fois, si vous voulez bien. J'ai travaillé dans les objets connectés, j'ai créé une société dans le marketing, on a voulu ubériser les études qualitatives et je me suis planté, on a déposé le bilan il n'y a pas longtemps, mais tout ça va très bien. Et puis je participe à un certain nombre de think tanks, de groupes de réflexion sur le marketing, pour aider les startups, etc. Je suis membre de l'Observatoire de l'ubérisation. Et pour terminer, je donne des cours d'un certain nombre de disciplines dans un certain nombre d'écoles, notamment des cours de recrutement de nouveaux clients, des cours de commerciaux, le 3-4 octobre, par exemple, à l'ESSEC, recrutement de nouveaux clients et lead management. Mais je ne suis pas là pour vous parler de ça. Je suis là pour vous parler parce que je m'interroge. Et Thibaut m'a dit, tu vas venir parler au DCF Paris et tu vas apporter un certain nombre de réponses sur le social selling. Et j'ai répondu, bah, écoute, si tu veux que j'apporte des réponses, je vais commencer par apporter des questions. Comme ça, on va essayer de se poser les bonnes questions. Et donc, je me pose un certain nombre de questions. On se rend compte déjà, c'est une des bases du social selling, que les vendeurs ont du mal à vendre. Les acheteurs décrochent moins le téléphone, puisqu'en fait, toutes les informations sont maintenant disponibles sur les réseaux, sur Internet. Les acheteurs sont très bien informés, parfois ils connaissent mieux l'ensemble des produits que le commercial qui ne représente qu'une seule société. Ils en savent plus que nous, on n'a plus à aller les informer. Et donc les commerciaux ne vendent plus, mais les acheteurs achètent. Point d'interrogation. Est-ce que les choses sont en train de se retourner et comment réagir à ça? Et puis il y a un certain nombre de personnes qui disent « Ah oui, mais alors c'est formidable, maintenant, puisqu'ils ne décrochent plus le téléphone, puisqu'ils ne répondent plus aux emails, puisque ci et ça, eh bien, il y a un nouveau truc miracle, c'est le social selling. On va créer un nouveau boulevard, on va ouvrir les bras, on va écarter l'océan, vous allez trouver un nouveau chemin qui sauvera les commerciaux. Vous allez pouvoir contacter vos clients par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Et donc le social selling est défini par ses prophètes comme étant l'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour contacter des acheteurs et des clients de manière un peu moins intrusive que le téléphone ou que d'autres moyens. Et donc, on se dit, tiens, c'est intéressant. Mais en fait, est-ce que le social selling, est-ce que les réseaux sociaux, ce n'est pas juste un tuyau supplémentaire de la vente, comme on avait avant le porte-à-porte? Le porte-à-porte, les acheteurs l'ont mal vécu, hein, ils vont fermer la porte sur le nez. On a vécu ensuite le publi-postage, on a vécu le phoning, où les acheteurs disaient « mais arrêtez de m'appeler, je vous appellerai quand j'aurai besoin de vos produits ». Il y a l'emailing, et puis voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un petit peu comme le personnage de Reiser, de Gros Dégueulasse, qui dit aux femmes « alors on baise ». Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de commerciaux qui se disent bah, « puisque j'ai un moyen de contact sur les réseaux sociaux directement, ils ont tendance à dire je vous invite comme ami ou comme relation sur tel ou tel réseau social, et ensuite je vous dis bon alors tu m'achètes mon produit ». Donc là, la porte se ferme, c'est du spam, c'est la même chose que c'est exactement ce qu'ils veulent éviter. Et puis il y en a d'autres, donc il y a des spammers, il y a des social spammers, et puis il y a d'autres personnes qui disent non, 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 il ne faut pas faire ça du tout. Le social selling, c'est comme Claude François. Il faut faire marche tout droit, cette fille-là, c'est comme ça que tu l'auras. Il faut montrer qu'on est beau, il faut écrire du contenu marketing, montrer son expertise, participer à un certain nombre de conversations sociales. Vous avez tous les acheteurs qui, sur les réseaux sociaux, parlent entre eux d'un certain nombre de choses, qui échangent entre acheteurs. Eh bien, si vous avez des choses à apporter au débat,
des arguments à apporter au débat, vous enrichissez le débat, vous les aidez, vous les conseillez. C'est un autre moyen de conseiller les acheteurs. Vous ne les conseillez pas en rendez-vous, vous les conseillez dans les conversations qu'ils ont sur les réseaux sociaux. Et donc, un certain nombre de personnes ont la démarche inverse du spammer en social selling. Ils se disent, eh bien, je vais marcher tout droit, je vais montrer que j'existe, je vais participer à ces conversations, et ces acheteurs vont remarquer mon expertise, et ces acheteurs vont remarquer qu'il est intéressant que je participe à des conversations, et donc, ces acheteurs vont m'appeler et vont me demander de venir participer à ces conversations. Et certains de mes amis et confrères directeurs commerciaux me disent, moi, je n'appelle aucun client. Moi, les clients doivent m'appeler. Alors, je fais tout. Non, voilà, ils n'ont pas la clause 12. Mais voilà, qui disent, moi, les clients doivent m'appeler, je dois montrer mon expertise, je dois être visible sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a ces deux démarches un peu extrêmes entre le spammer et l'autre. Et donc, on se pose un certain nombre de questions. Est-ce que le social selling sera bien reçu par les acheteurs, ou est-ce que ce sera moins bien reçu? Et puis, donc, se pose en fait la question de la formation des commerciaux en se disant, eh bien voilà, si on leur donne un nouvel outil, il faut que les gens sachent l'utiliser. LinkedIn n'est pas juste un tuyau supplémentaire, il y a énormément de choses à savoir, et il faut leur apprendre à utiliser l'outil comme il faut. Donc, une autre question, les commerciaux sont-ils assez formés sur ces outils digitaux? Il y a un proverbe anglais qui dit « A fool with a tool is still a fool ». Quelqu'un qui ne sait pas faire quelque chose avec un outil est toujours quelqu'un qui est idiot. Donc parfois c'est embêtant, parfois c'est dangereux. Et en fait c'est dangereux les réseaux sociaux parce qu'en fait, avant quand vous disiez une bêtise par téléphone, il n'y avait qu'une personne qui l'entendait. Quand vous disiez une bêtise par courrier, il n'y avait qu'une personne qui l'entendait. Quand vous dites une bêtise sur les réseaux sociaux, soit c'est très bien perçu et beaucoup de personnes disent « formidable, ce monsieur, il faut que nous parlions ensemble à chaque fois que j'achèterai de la chaudronnerie industrielle, je dois parler à ce vendeur de chaudronnerie industrielle, il a de très bonnes idées sur le sujet. Mais d'un autre côté, si cette personne ne se comporte pas correctement ou juste n'a pas d'idées intéressantes, ça se saura aussi et il s'en mordra les doigts. Donc en fait, Steve Jobs avait, quand il a créé, il y a un parallèle intéressant à faire avec le B2C. Quand on voit les magasins Apple, on se rend compte que les vendeurs ne sont pas des vendeurs, ce sont des genius. Ils ont un nouveau nom. Et quand vous avez un problème, j'avais une amie récemment, elle avait l'icône de l'appareil photo avait disparu sur son iPhone. Ah, où est mon icône? Et on est allé ensemble dans un magasin Apple, et j'ai essayé de calculer combien de minutes allait s'écouler avant que le problème soit résolu et combien de mètres nous allions faire dans ce grand magasin en dessous du Louvre avant que le problème soit résolu. La réponse est que nous avons fait à peu près 1 mètre dans le magasin avant que le problème soit résolu et il a fallu à peu près 1 minute puisqu'en fait, la personne que nous pensions être le vigile du magasin Apple, qui en fait n'était pas le vigile, peut-être qu'il occupait aussi ce rôle, était également quelqu'un de très bien formé sur les outils Apple. Il a pris notre téléphone, il nous a dit « Qu'est-ce qui vous arrive ? Je n'ai plus d'icône appareil photo ». Avec son oreillette, il a très vite expliqué à quelqu'un qu'il n'avait plus d'icône appareil photo. « Ah, vous n'avez plus d'icône appareil photo, il faut donc le faire réapparaître. » Eh bien, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, monsieur. Donc, cette expertise que l'on voit dans la personne qui est à l'accueil d'un magasin Apple mérite qu'on s'y intéresse, mérite qu'on se pose un certain nombre de questions. Donc les commerciaux doivent-ils briller? Les commerciaux doivent-ils devenir des genius du B2B? Les commerciaux doivent-ils eux-mêmes écrire du contenu, montrer leur expertise? Jusqu'où doit-on aller? C'est une question. En tout cas, il me semble, le titre, c'est la transformation indispensable de la vente. Il me semble qu'il y a un certain nombre de transformations à faire. Et en fait, on se rend compte que ça n'est pas, et quand on discute avec différentes personnes qui ont implémenté le social selling dans leur entreprise, on se rend compte qu'en fait, les personnes qui réussissent en social selling sont les personnes qui réseautent naturellement dans un cocktail. Vous prenez des commerciaux, quel que soit leur âge, des jeunes, des moins jeunes, des seniors, vous les mettez dans un cocktail mondain, vous leur dites, voilà, va vendre des photocopieurs, va vendre des assurances, va vendre des tractopelles, et il ressort avec un bon de commande de 18 tractopelles. Alors que son collègue dit « moi, je n'ai rien vendu, je ne sais pas vraiment networker ». Eh bien, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Qui réseautent dans un cocktail, social sellera. Hein, voilà, il faut savoir ça. Et celui qui est un pirate, les pirates seront toujours des pirates.
ceux qui sont agressifs et qui n'arrivent pas à avoir ce tact nécessaire pour réseauter dans un cocktail, ne vont pas avoir le tact nécessaire sur les réseaux sociaux. Donc, bonne nouvelle, ça n'est pas une question d'âge, ça n'est pas une question de quoi que ce soit, c'est une question d'approche, de diplomatie, de respect de l'interlocuteur que nous pouvons avoir. Et donc, les acheteurs B2B, Sirius Décision et beaucoup d'organismes ont fait des études, donc expliquent que les acheteurs B2B réalisent à peu près 60 à 80% de leur parcours d'achat avant de savoir ce qu'ils veulent et avant d'appeler une première société. Donc en fait, les acheteurs vous appellent, mais seulement quand votre produit est très bon, correspond à leurs demandes et qu'ils ont fait tous leurs devoirs. Donc 60 à 80% du parcours d'achat, ça veut dire que pendant 60 à 80% du temps, vous êtes absent de la conversation, vous êtes physiquement absent, téléphoniquement absent, emaillement absent, et que le seul moyen d'être présent, c'est d'être dans les conversations qui se déroulent très souvent sur les réseaux sociaux en préambule, justement, la phase où ils se renseignent en préambule au fait de contacter une entreprise. Donc, en fait, voilà, faut-il changer de paradigme? Avant, on parlait des chasseurs, des commerciaux chasseurs, hein, donc c'était un terme guerrier, on parlait de l'art de la guerre. Est-ce que maintenant, il faut faire l'art de la paix avec les clients, c'est-à-dire être dans une phase collaborative, arriver à leur apprendre des choses, arriver à bien comprendre, faire de l'inside selling, comprendre quels sont réellement leurs besoins, mais au-delà, non pas leurs besoins dans votre produit, mais leurs problématiques métiers, et dans quelle mesure vous pouvez trouver une solution qui les rend. Donc voilà, est-ce qu'il faut passer de l'art de la guerre, au lieu de lire l'art de la guerre, est-ce qu'il ne faudrait pas se mettre à lire l'art de la paix et aller dans une relation entre l'acheteur et le vendeur qui soit basée sur l'éthique, sur l'échange, sur la transparence, sur la recherche de solutions. Donc ça amène à ces questions-là. Patrice Lobignac, j'aime beaucoup, qui a écrit le livre Marketing émotionnel, dit toujours il faut d'abord aimer sincèrement ses clients et puis ensuite les choses se passeront bien, il faut d'abord les rencontrer, être humain. Parce que les gens qui vont rester juste derrière leur clavier et qui vont faire une chasse au harpon sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils vont aller sur LinkedIn et qui vont demander une personne en contact, 2 personnes, 3 personnes, et à la fin de la journée, ils vont avoir envoyé 400 invitations. Ils vont peut-être en avoir un certain nombre qui vont leur répondre et ils vont interagir avec eux. Si cette démarche, donc, qui est beaucoup trop pirate, qui est beaucoup trop brutale sur les réseaux sociaux, cette démarche probablement va faire un peu comme la chasse au harpon. Quand vous avez un banc de poissons, si vous tirez et que vous tirez mal avec votre harpon, il y a du sang partout et il y a énormément de poissons qui s'en vont et ils vous détestent. Donc il faut faire très attention aux dégâts collatéraux des conversations qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux parce qu'on peut polluer durablement un territoire, on peut avoir une réputation absolument mauvaise commercialement, mais qui ne reste pas entre un acheteur et vous, qui est démultipliée par la force des réseaux sociaux. Récemment, un commercial senior qui avait plus de 20 ans d'expérience, 25 ans d'expérience, me disait « Moi, j'ai été embauché dans une jeune société de data science. Et la direction générale ne comprend pas le métier de commercial, mais moi, je suis un super commercial. Ils ont vu que je savais faire. Alors, je contacte tout le monde sur LinkedIn. Je suis super agressif. Je vais prendre plein de commissions. Dans 6 mois, j'aurai pris tout ce que je peux. » Bon, évidemment, il y a plein de gens dans le marché qui trouvent que je suis super agressif. Mais ce n'est pas grave. Je prends ce que je peux et dans 6 mois, j'irai dans une autre société. Le seul problème, c'est que le commercial qui viendra après, il va se retrouver face à un territoire pollué. Il va se trouver face à des acheteurs qui vont dire « Non, non, mais cette société-là, non, on ne veut plus avoir affaire à vous. » Donc, ce qui, au départ, n'était qu'un problème de personne, devient un problème corporate, devient un problème d'image générale, enfin, est démultiplié, non pas seulement auprès des personnes que vous avez contactées, mais par ricochet social auprès d'un grand nombre de personnes. Donc, chaque commercial doit donc construire sa réputation sociale. Et une réputation donc, peut être très mauvaise ou peut être très bonne. Et la question, c'est voilà, quelle réputation sociale méritez-vous? Parce que ce n'est pas vous qui décrétez votre réputation sociale, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Donc on peut avoir une mauvaise réputation sociale ou une très bonne réputation sociale. Et en tant que dirigeant d'une entreprise, on doit donc se poser la question, dois-je investir dans la réputation pour aider mes commerciaux à être visibles sur les réseaux sociaux? Ou bien dois-je au contraire essayer qu'ils soient invisibles? Et donc ça, c'est un peu l'homme invisible ou bien l'homme visible. Et donc ça, c'est un petit peu le principe de, voilà, faut-il être différent pour être marqué? C'est un petit peu le principe de l'œuf et la poule.
est-ce qu'on veut que nos commerciaux soient visibles? Est-ce qu'on veut les prendre en photo bien, faire un certain nombre de choses, les aider à faire leur profil, enfin tout ce que les formateurs en vente vont faire pour vous installer sur LinkedIn? L'inconvénient pour la direction, l'avantage c'est vous allez être visible d'un certain nombre de prospects, l'inconvénient c'est vous allez être visible d'un certain nombre de recruteurs. Et donc là, les dirigeants d'entreprise en ce moment se posent la question et se disent si je rends mes commerciaux visibles, je risque de les perdre. Mais si je rends mes commerciaux visibles, ils risquent d'avoir des clients. Mais je risque de les perdre. Mais ils risquent d'avoir des clients. Donc il y a vraiment ce système d'œuf et de la poule qu'on retrouve. Et puis il y a d'autres questions qui se posent. Le marketing et la vente, parlent-ils la même langue? Est-ce que les métiers du marketing et de la vente, je vois les personnes réagir, les métiers du marketing et de la vente, est-ce qu'on se met à parler la même langue? Est-ce que le vendeur, est-ce que l'automatisation du marketing, les super pouvoirs de ces outils d'amplification sociale ou d'autres outils d'automatisation du marketing. Au départ, on avait l'emailing, hein, ça c'était simple. Mais maintenant, il y a énormément d'outils. Il y a au dernier recensement un peu plus de 5000 outils de ce qu'on appelle Martech SalesTech, hein, des outils de technologie du marketing et de technologie d'aide à l'action commerciale, au suivi commercial. Eh bien, tous ces outils, encore une fois, fool with a tool is still a fool. Si on utilise mal ces outils, on peut faire des dégâts collatéraux très importants. Si on les utilise bien, on fait des bons outils, mais en tout cas, ça peut provoquer ça provoque un certain nombre peut-être pas des images comme des scènes comme ça, mais ça provoque un certain nombre de débats entre est-ce que c'est au marketing de faire, est-ce que c'est au commercial de faire, et de contrôler ces outils-là. Et de plus en plus, les outils sont conçus pour que le commercial ait une autonomie dans la gestion de son propre marketing et de sa propre amplification sociale et de sa propre réputation. Donc, il y a une redistribution des cartes entre le marketing et les sales qui est très importante et qui pose la question mon Dieu, ce ne sont que des questions, je ne vous donne aucune réponse, qui pose la question de la rémunération. Le commercial reçoit une rémunération quand il y a une commande, mais pas le marketing. Que doit-on faire? Si le marketing devient du commerce et que le commerce devient du marketing, que le commercial doit se mettre au marketing, que doit-on faire pour qu'ils soient tous dans le même panier? Et ça pose une question, encore une fois, l'œuf et la poule. D'où viennent les leads? Qui doit-on rémunérer? Qui doit-on remercier? Qui doit-on féliciter? C'est le talent de qui à un certain moment? Est-ce que c'est le talent du marketing ou le talent des commerciaux? Et puis, est-ce qu'on n'arrive pas aussi à voir que les leads peuvent venir d'algorithmes, peuvent venir de solutions algorithmiques, des algorithmes qui font de la recherche sémantique et qui vont détecter sur les réseaux sociaux ou sur Internet qu'il y a une nouvelle société qui fait de la chaudronnerie industrielle et que celle-là, vous ne l'aviez pas repérée, mais un algorithme informatique l'a repérée. Donc, est-ce que c'est le marketing qui détecte les leads? Est-ce que c'est les commerciaux qui détectent les leads? Est-ce que c'est un algorithme qui détecte les leads? Et quand je discute de ça avec un certain nombre de mes confrères, et qu'on réfléchit à ça, eh bien, on s'est même demandé, mais est-ce qu'à l'avenir, tout le monde ne sera pas commercial? Est-ce qu'à l'avenir, tout le monde ne détectera pas des leads? Est-ce que Bridget Jones, Madame Tout-le-Monde, qui est assistante, secrétaire, comptable, XY, ce que vous voulez, quel que soit son métier, ne pourrait pas dire, tiens, dans mon travail aujourd'hui, j'ai entendu dire, dans les conversations, dans les choses, ou dans ma vie personnelle, j'ai entendu dire que le boulanger cherchait à acheter un nouveau four, qu'un tel, on entend un certain nombre de conversations. Est-ce qu'à l'avenir, ça n'est pas Bridget Jones qui va aller sur My Lead Corner pour aller vendre son lead? Et que des entreprises vont aller sur My Lead Corner ou sur un équivalent, sur une place de marché, pour aller acheter des leads. Donc à ce moment-là, qui fait la démarche commerciale, qui génère le lead qualifié? Eh bien, tout comme avec Airbnb, nous sommes devenus tous, tous ceux qui le peuvent deviennent des hôteliers, reçoivent des invités, deviennent des hôtels. Et avec l'économie collaborative, tout le monde se met à écrire, à partager des choses. Est-ce qu'on ne va pas se mettre également à partager des leads, à partager de l'information commerciale, à partager des insights commerciaux? Et à ce moment-là, les cartes sont redistribuées. Et à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas qu'une entreprise dise à tous ses salariés et leur dise, eh bien, si vous détectez un lead pour l'entreprise, que vous soyez le peintre ou
le responsable informatique. Si vous détectez un lead que nous n'avions pas, eh bien, inscrivez-le et puis vous aurez une petite partie de ce trésor de guerre qui s'appelle des commissions. Donc, est-ce qu'on ne va pas devenir tous des commerciaux? Les sales tech dont je parlais, ces technologies d'aide à la vente et au marketing, produisent un paradoxe énorme, c'est le paradoxe du choix. Il y a trop de choix, on ne sait pas où aller, on ne sait pas où comprendre, on est overwhelmed, on a trop d'informations et pourtant il y a des pépites à l'intérieur. J'en connais beaucoup, j'en cite souvent, mais voilà, il faut là aussi être guidé pour aller trouver ces pépites. Je vous invite d'ailleurs, il y a le salon Martech Europe à Londres le 1er de novembre, j'y serai, où justement un certain nombre de sociétés, notamment anglaises et américaines, viennent exposer leurs produits. Il faut absolument mettre de l'ordre là-dedans, il y a énormément de choses. Alors évidemment, les grands acteurs, Oracle, Salesforce, Microsoft, etc. Microsoft rachète LinkedIn, Google rachète un tel, tout le monde essaye de constituer son super char multifonction, son super couteau suisse de la vente et du marketing, mais il y a énormément de choses qui sont disponibles ici, qui changent radicalement la façon de l'efficacité commerciale. Et puis, alors, si les leads viennent de Bridget Jones, est-ce que les leads ne peuvent pas venir aussi des objets connectés? Darty, on regarde encore une fois le B2C pour comprendre ce qui peut se passer dans le B2B. Darty lance le bouton connecté, vous appuyez, on vous rappelle. Vous avez du tartre dans votre fer à repasser, vous appuyez sur le bouton, on vous rappelle. Et donc, on détecte que le fer à repasser que vous avez acheté chez Carrefour, il y a 3 ans, est entartré, vous avez besoin de conseils, c'est Darty qui vous renseigne, amélioration de la relation client par un bouton connecté. Et que vous avez sur votre frigo, vous appuyez sur le bouton et Darty vous rappelle automatiquement. Eh bien, ce type de détection de besoins, ce type de vente, se déploie déjà en B2B, puisque lors du B2B Summit, qui a eu lieu en juillet, que j'avais le plaisir d'animer à Paris, eh bien, on a entendu le témoignage de Wabel. Wabel, une société asiatique, gérée par un Français, Wabel, qui a lancé un bouton connecté. Elle a donné à tous ses prospects et ses acheteurs un bouton physique. On appuie dessus, c'est comme un buzzer. On appuie dessus, et dès qu'on appuie dessus, un commercial de Wabel vous rappelle. Ça semble idiot, mais pourtant, ça fonctionne redoutablement d'après le PDG de Wabel. C'est-à-dire qu'au lieu de décrocher leur téléphone, les acheteurs appuient. C'est plus simple à faire, et ils appellent Wabel. Au lieu d'aller chez Carrefour se renseigner sur le tartre dans leur fer à repasser, les gens appuient, et il y a Darty qui répond, parce que c'est Darty qui a proposé ce bouton connecté. Donc est-ce que demain, les leads viendront des objets connectés? C'est encore une autre question. Est-ce que les produits connectés aideront à la vente? Aujourd'hui, vous avez une imprimante. Jusqu'à présent, quand on achète une imprimante, on achète des cartouches d'encre. Et on tombe en panne d'encre, il faut aller racheter de l'encre. Alors c'est embêtant parce qu'on avait 400 pages à imprimer. Zut, c'est embêtant. Maintenant, les imprimantes sont connectées. C'est-à-dire qu'elles vont dire, une imprimante HP va dire à HP que vous allez manquer d'encre dans 800 pages. Et donc, automatiquement, HP vous envoie de l'encre. Mais HP va aussi détecter que votre machine est vieillissante, que vous l'utilisez plus que d'habitude, et donc va détecter le fait que vous allez probablement avoir besoin de remplacer votre machine. À ce moment-là, y a-t-il besoin d'un commercial pour remplacer cette machine? Peut-être pas. Donc la connectivité, connecter un produit le transforme. Connecter un produit que vous avez acheté éventuellement chez Darty, une imprimante HP que vous achetez chez Darty, va informer HP de tout ce qui se passe sur ce produit. Et Darty est complètement zappé sur le renouvellement de votre équipement. Donc, les produits connectés aideront-ils à la vente ou pas? Et puis, il y a d'autres business models qui arrivent aussi pour transformer les clients en abonnés, pour leur dire vous n'achetez plus une étude de marché. Je travaille dans les études de marché. Vous n'achetez plus, on a voulu proposer à nos clients, des grands annonceurs, un nouveau business model sur l'achat d'études de marché. Au lieu de dire, vous achetez une étude, ça vaut 50 000 €, et puis ensuite on discutera d'une deuxième étude qui vaut 50 000 €, et puis quand vous voudrez, on discutera d'une troisième étude qui vaut 50 000 €, on leur disait, vous payez 600 000 €, vous êtes abonné à l'année, vous pouvez tirer autant d'études que vous voulez dans notre technologie. Voilà. Donc vraiment, ce système de dire, j'ouvre le robinet, je vends un abonnement, est aussi un moyen de réaliser ce qui était la prédiction de Forrester Research il y a quelques années, de dire que le nombre de commerciaux allait diminuer pour un certain nombre de raisons. Ici, on essaye de clarifier
ne tirez pas sur le Messenger. On essaye de clarifier les raisons. Et donc, il y a cet excellent livre qui vient de sortir de John Warrillow sur The Automatic Customer, la vente par abonnement. Et ensuite, j'écoute. J'écoute le PDG de Atlassian qui nous explique qu'il fait 5 milliards de chiffre d'affaires et qu'il ne dépense en coûts marketing et commerciaux que 19%, quand les autres dépensent, Marketo dépense 60% de ses coûts, etc., dans la prospection commerciale. Et ce PDG d'Atlassian est d'expliquer sur BFM TV que, eh bien, il n'a aucun commercial, qu'il fait 5 milliards avec aucun commercial, qu'il a des experts dans les produits, qui renseignent les clients, qui installent, etc., mais qu'il n'a aucun commercial. Donc, encore une fois, c'est un signal pour dire, tiens, ce serait intéressant d'aller essayer de comprendre un petit peu comment ils font. C'était sur Bloomberg Télé. Voilà. Donc, j'écris sur LinkedIn, vous retrouvez un certain nombre de ces démonstrations et les sources de ce que je vous explique aujourd'hui dans des articles sur mon profil LinkedIn. Voilà un petit peu. Je peux vous envoyer les slides si vous voulez. Avez-vous des questions? Moi, j'en ai eu, je vous ai donné que des questions. Ah, est-ce qu'il y a des réponses? Ben, oui. Aujourd'hui, les commerciaux, certains commerciaux font du mailing de main avec des solutions d'email professionnelles, propre email, propre base. Et je leur dis, allez-y, si vous avez le temps, faites-le. Moi, je suis là. Deuxième truc, pour répondre à la deuxième question, je suis passé du côté obscur de la force, je suis passé au marketing, et ma rémunération, je l'ai volontairement voulu rémunérer sur le chiffre d'affaires. Voilà. Je considère effectivement comme Et c'est le... Ouais. Et par opposé à toi qui dis de manière ouverte, voilà, vous pouvez tous envoyer des emails à votre base de clients. J'ai rencontré des sociétés, en l'occurrence japonaises, alors est-ce que c'est un trait japonais, qui ont dit non, mes commerciaux n'ont rien le droit de dire, n'ont rien le droit de faire, tout doit passer par nous, ils n'ont pas le droit de développer leur profil LinkedIn, tout doit passer par nous. Enfin, voilà, il y a énormément d'écoles différentes. Et donc, tout est sujet d'essayer de... Et en fait, on se rend compte que ces décisions qui doivent être prises en termes de rémunération, en termes de technologie, en termes de prise de conscience, ne peuvent pas être faites qu'en parlant au commercial. Elles doivent vraiment être faites, et c'est l'enjeu, ce sont des enjeux de transformation, hein, le mot est important, de transformation. La transformation, c'est vraiment de l'eau qui devient de la vapeur, hein, c'est un changement d'état. Ce n'est pas de l'eau qui devient de la glace, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Donc la transformation nécessite d'impliquer la direction générale, d'impliquer la direction financière, de repenser les plans de commissionnement, de se former aux technologies, voilà. Ouais. Alors, oui. Ouais. Alors ouais. 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 On entend, moi j'ai, à la formation ESSEC, j'ai entendu une commerciale qui me disait mais je n'ai pas le temps de faire tout ça, c'est au marketing de le faire. Mais pourtant, ce que vous montrez est génial. Je montrais concrètement des outils de SalesTech. Hein. Concrètement, c'est génial. Il faut ça, je veux ça, c'est extraordinaire. Mais c'est au marketing de le faire, je n'ai pas le temps de le faire. Je dis, faut l'expliquer à votre marketing. Et puis, si vous voulez, je les rencontre, je leur explique des choses, quoi, pas de problème. Ah oui, oui, et puis, s'ils ne comprennent pas, je m'en vais. C'est qu'on arrivait au stade où des gens ont conscience de l'importance de ces nouveaux outils, et au point où ils mettent en jeu leur job en disant je dois être dans une société qui comprend, sinon je suis dans la préhistoire. Donc il y a des réactions comme ça qui sont surprenantes. Voilà, donc je suis ravi d'échanger avec vous maintenant, d'échanger sur LinkedIn après également. Vous avez presque touché du doigt l'un des derniers sujets qui pointe son nez, le fameux robot de Chabot. Oui, exact. J'en parle dans un de mes articles, oui, l'intelligence artificielle. C'est un ordinateur. Absolument. Intelligence artificielle. Ouais. Les derniers articles qui sont tombés ces dernières semaines prédisent, alors on verra bien, 20% de commerciaux en moins en 2020, oui. remplacés par
Alors, en fait les chatbots, pour comprendre ce que c'est très simple. Tout le monde connaît, c'est pas sorcier, tout le monde connaît Messenger, MSN Messenger ou Facebook Messenger, hein, ces applis de chat, ou même l'envoi de SMS. J'envoie un SMS, on me répond, j'envoie un SMS, on me répond. J'ai commandé des billets de train SNCF. Demain, je vais à l'ESCA à Angers. J'ai commandé des billets de train. Je viens de recevoir un message Messenger de la SNCF qui me dit pensez à votre train demain. Et donc, je peux répondre sur Messenger sans aller sur une application tierce. Je peux répondre sur Messenger et avoir une conversation avec une marque. Donc, en fait, les marques sont en train d'oublier les applications et d'aller dans ces systèmes de messagerie que nous avons l'habitude d'utiliser. Mais ce ne sont pas des commerciaux, ce ne sont pas des personnes physiques qui sont derrière le clavier la plupart du temps, ce sont des intelligences artificielles, c'est-à-dire ce sont des programmes algorithmiques qui vont avoir analysé des centaines de milliers de conversations commerciales simples hein, sur voilà votre billet, est-ce que ça vous va, etc., etc. Est-ce que vous voulez autre chose, vous voulez ça, d'accord, je vous le dis. Et donc c'est une intelligence artificielle qui analyse un grand corpus de conversations simples, qui en comprend le sens et qui est capable d'avoir une conversation. Je vous invite à essayer, je crois que c'est gratuit, à essayer gratuitement pendant 30 jours une intelligence artificielle qui s'appelle Julidesk. Que fait Julidesk? Julidesk, c'est une intelligence artificielle qui vous aide à prendre vos rendez-vous. Le principe est simple. Imaginez que vous avez une assistante qui s'appelle Julie. Et quand je veux prendre rendez-vous avec vous, je ne sais pas comment vous vous appelez, Patrick, quand je veux prendre rendez-vous avec Patrick, j'envoie un mail à Patrick en disant Patrick, j'aimerais beaucoup qu'on puisse se rencontrer. Mon assistante, Julie, qui est en copie de ce mail, julie@machintruc.com, va vous proposer des dates de rendez-vous. Et là, tout de suite, 30 secondes après, il y a un mail qui arrive. Bonjour, c'est Julie. Patrick, quelle date voudriez-vous? Jean-Philippe est dispo à tel moment, voilà un extrait de son calendrier. Est-ce que si et ça? Ah, et puis dans quel endroit vous voulez? Là ou là? Ah, bah plutôt là. Et vous répondez vous. Vous êtes un être humain, c'est ça? Vous répondez naturellement. Et Julie, qui est une intelligence artificielle, qui est un algorithme informatique, comprend vos mots et vous répond. Et ça aide à... parce que moi, Jean-Philippe, ensuite, j'ai plus rien à faire. J'ai juste envoyé le truc à Julie. Julie, c'est un algorithme. Hop, le rendez-vous est pris. Vous bossez encore. Parce que, hein, et hop, moi, je sais mon rendez-vous. Bon. Il y a d'autres petites... Donc, les chatbots, c'est donc une intelligence artificielle qui va avoir un pouvoir conversationnel, une maîtrise de la conversation, et qui va avoir ingéré suffisamment de conversations commerciales pour arriver à en comprendre le sens et à avoir ces conversations de manière automatique sans vous, et à décider quelle est la meilleure question à poser à ce client-là. D'autres algorithmes, d'ailleurs. Et donc, si vous allez en Chine et que vous utilisez WeChat, qui est l'équivalent de, c'est la messagerie instantanée la plus répandue en Chine, eh bien, vous pouvez prendre vos rendez-vous, aller rencontrer quelqu'un, trouver un restaurant, payer votre restaurant. Vous pouvez faire 150 choses que vous faites normalement avec, en France, 10 applications différentes. Vous pouvez le faire que dans WeChat, qui est une messagerie qui vous parle. Donc, cette messagerie va vous envoyer un certain nombre de messages aussi en vous disant pensez à faire ci, pensez à faire ça. Mais, mais là, on rentre, c'est pas de la science-fiction, mais on est sur un horizon plus lointain du commerce cognitif, qui est de dire est-ce qu'un algorithme peut remplacer des conversations commerciales très complexes et être juste beaucoup plus efficace qu'un commercial. Il se passera un grand nombre d'années avant ça, pas autant que ça, pas autant que vous pensez, mais quand même un certain nombre d'années. On voit déjà apparaître ce genre d'intelligence cognitive dans la médecine et dans le juridique, où les avocats se font conseiller par une intelligence artificielle qui va connaître mieux les lois et les jurisprudences, etc., que l'avocat. Et dans la santé, les médecins de l'analyse oncologique et autres, on peut penser que dans le commerce, il y a aussi ce genre de choses qui se développent. Voilà. Si on remplace par des robots, voilà. Bon, enfin, en tout cas, vivons dans le temps présent, vivez dans le temps présent. Voilà, vivez dans le temps présent. Dans le temps présent, il y a la transformation de la vente, il y a un grand nombre de technologies à maîtriser. Il faut vraiment qu'il y ait une impulsion de la direction générale et des RH et de tout le monde pour étudier ça et trouver des solutions. On va prendre une dernière question. Oui, je réponds trop long, pardon. Je fais des réponses trop longues, pardon. Alain, oui. D'accord. On parle de tous ces outils de social selling, mais je dirais une partie de la fonction commerciale qui a
je ne suis pas du tout en train de dire, mon avis pour répondre, tu me disais, est-ce que tu penses qu'il va y avoir 20% des commerciaux qui vont disparaître et est-ce que les commerciaux vont mourir? Oui, le commercial qui servait que à amener une doc et à prendre une commande, lui, c'est fini depuis longtemps. Bon. Et le mec qui va en porte-à-porte vendre des encyclopédies, c'est fini depuis longtemps, on va sur Internet, on trouve l'info. Donc c'est juste que les technologies évoluent de manière exponentielle, donc beaucoup plus vite qu'on ne s'y attend, et permettent de remplacer un certain nombre de tâches que l'on faisait. Je viens de citer la prise de rendez-vous, par exemple, permet de remplacer un certain nombre de tâches que l'on faisait, et donc fait qu'on a peut-être besoin au final de moins de monde qu'avant, mais ce n'est pas un grand débat. Les personnes qui sont là et qui se forment vont avoir des super pouvoirs intéressants et voilà. Ah oui, les acheteurs, ils sont au point, oui. Ils sont super au point. Ils se parlent entre eux, ils échangent entre eux, tout va bien. Voilà, alors que nous, on n'échange pas avec nos concurrents, ils échangent avec leurs concurrents, tu vois, il y a ce truc-là. Mais voilà, mais des choses aussi simples que d'être sur LinkedIn, d'appuyer sur un bouton et hop, on connaît l'email de quelqu'un avec qui on n'est pas en contact parce qu'on a installé un plugin qui va bien, ce sont des super pouvoirs qui sont intéressants. Donc il faut juste rendre le commercial plus efficace. Voilà. Oui, moi aussi. Ouais. Le 3-4 octobre à l'ESSEC, je réponds aux questions. Oui, bien sûr, absolument. Ouais. À chaque fois, la première chose qu'on fait quand on nous interroge, c'est vraiment d'aller dans la société, de faire avec la personne qui est notre contact, de faire une sorte d'audit de la structure de l'entreprise, de la culture, des outils, d'énormément de points, de la mode de rémunération, enfin de faire un audit général pour ensuite faire un diagnostic et faire une ordonnance. Mais ça passe d'abord par un audit et cet audit varie en fonction de l'entreprise, varie grandement en fonction de l'entreprise. Mais les entreprises, avec le digital, se sont rendues compte que la transformation digitale, là je parle de la transformation de la vente, de la fonction vente, mais la transformation digitale des entreprises, énormément de gens ont pensé que c'était juste créer une app, monter un site, lancer 3 trucs, et que c'était juste une question d'informatique. Alors qu'en fait, c'est une question d'abord de culture et d'hommes et de personnes, hein, et de compréhension de la chose, et de nouvelles visions, des choses, de nouveaux business models, enfin que ça changeait tout. Et là, je suis juste en train de dire que le social selling annoncé par certaines personnes comme étant la pilule miracle pour les commerciaux pour avoir des super pouvoirs, je suis en train de dire que c'est un peu un leurre. Je ne suis pas en train de tirer à boulet rouge dessus. Je suis en train de dire que promettre que les ventes vont tripler juste avec le social selling que pour les commerciaux, c'est comme dire à une entreprise il y a 10 ans ou 15 ans, faites un site web et créez une petite application mobile et vous allez voir votre chiffre d'affaires tripler. C'est un début, c'est indispensable de faire du social selling, c'est indispensable d'avoir un site web et une app éventuellement, mais ça n'est qu'un tout petit bout de la transformation de la vente, qui est un sujet beaucoup plus large que le social selling. Jean-Philippe, merci beaucoup. Merci.